Nul ne chantera de chansons en notre mémoire. Nous sommes les seuls à porter notre deuil. Nos traditions et nos souvenirs ne vivent que dans les présentes annales, les annales d'Opale. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode des Annales d'Opale. Seconde prise pour notre part, avec Cookie qui a eu quelques petits problèmes de micro. Donc je suis toujours avec mon acolyte du coup. Salut à tous, On va y arriver. doucement mais sûrement. C'est con parce que la première prise on avait fait un petit truc avec des lynx qui nous attaquent et tout, machin, c'était cool. Et après ils vont croire qu'il y a du budget, c'est au niveau des effets sonores et tout, dis pas n'importe quoi. Ouais, c'est vrai. Bon premier vrai épisode depuis notre retour de vacances, puisqu'il y a eu le hors-série qui est sorti entre-temps. Donc cette fois retour des chroniques, retour des parutions et retour des news. Ouais, on va commencer par ça alors. À toi l'horreur, comme on dit. Parler un peu actualité, même si c'est pas tout à fait tout chaud maintenant, bien que il y a un élément qui est sorti il y a pas très longtemps. Donc je vais vous parler de Dune de Villeneuve, donc l'adaptation du roman de Frank Herbert. Donc le film est prévu pour le 23 décembre 2020, donc réalisé par Denis Villeneuve, qui habite pas très loin de chez moi à Gentilly. Et est-ce que t'as retenu où c'était ? Oui, pareil, ouais. En fait non, c'est au Québec. Voilà, on disait que c'était pas le même cachet, parce qu'il y avait l'autoroute pas loin de chez toi. Et oui, donc ce qui m'avait étonné en regardant la filmographie du monsieur, c'est que il a essentiellement travaillé sur du film documentaire à ses débuts. Ça cadrait pas mal avec son... Comment dire, avec ce qu'il a produit par la suite au niveau du... Et sa façon de faire ses films aussi. C'est ça, ouais. Deux de ses derniers succès sont des films de science-fiction, donc il y avait Premier Contact et du coup Blade Runner 2049. Deux bons films, Et je n'ai vu aucun des deux. Ah ouais, d'accord, ok. Je suis pas un grand amateur de Blade Runner déjà à la base. Ouais, puis là c'est un bon pavé de 2 heures et des brouettes en plus, donc déjà si t'aimes pas trop l'univers là, c'est un peu raide. Bah apparemment ça s'écartait quand même pas mal de ce que Ridley Scott avait fait, donc pourquoi pas. Hein. Oui, c'est ça. Mais j'avoue que ouais, ça m'a pas du tout intrigué. Mm-hmm. N'étant pas non plus un très grand lecteur de Philip K. Dick, ça, voilà. Mais bon. Ce sont quand même de grands succès du cinéma, ça par contre je peux le dire. Oui, c'est ça, et des bons films, objectivement. C'est... Premier Contact, je te dis ça, c'est un bon film, c'est vrai que la première fois je me suis endormi quand même. Mais c'est souvent signe d'un bon film, tu vois. D'accord, ouais, chacun ses critères du coup. Voilà, c'est ça. Donc, non, c'est amené, c'est une histoire d'extraterrestre amenée assez différemment de ce qu'on peut voir d'habitude. Donc, moi je trouve que dans son cinéma, il y a toujours un petit côté posé, tu sais, contemplatif, tout ça. Puis là, dans les deux cas, pour moi, c'est... même si Blade Runner a beaucoup plus d'action, il y a toujours ces petits côtés vachement posés que j'adore, en fait, dans son cinéma. Bah écoute, je pense que ça pourrait pas mal coller à Dune, mais on y reviendra. Ouais. Ce qu'on sait déjà sur le film, c'est que Dune aura une suite qui sera programmée pour 2022. Parce que pour ceux qui ne le savent peut-être pas, mais Dune c'est en fait une saga. C'est-à-dire qu'il y a le livre dont on fait référence quand on parle de Dune, c'est le premier. Mais ensuite il y a deux livres qui sont une suite directe à ce Dune, à ce premier tome. Et derrière, on a encore 4 livres, je crois, à peu près, un truc dans le genre. Je les ai tous lus à un moment, mais je me souviens pas de tout exactement. Donc je suppose que cette suite programmée pour 2022 sera basée sur la suite directe au premier tome Dune. Ouais. Ce sera assez logique. Oui. Mais il y a également une série intitulée Dune The Sisterhood qui est prévue pour un moment, mais on n'a pas de date. Tout ce qu'on sait, c'est que ça tournera autour du Bene Gesserit, donc une des factions de l'univers de Dune. Mm-hmm. Ça pourrait être intéressant. Après, je suis pas un grand amateur de séries, donc à voir, mais je trouve ça assez étonnant en fait qu'ils proposent une série sur l'univers qu'a créé Frank Herbert, qui pour le coup sera a priori pas adapté d'un roman. Ok, moi je trouve ça assez étrange qu'il l'ait pas fait avant surtout. Le problème c'est que l'univers de Dune est un peu difficile à adapter. Il y en a plusieurs qui se sont déjà cassés les dents. Ouais. On a noté par exemple
le premier film signé de David Lynch, qui est sorti en 85, bon, qui a son statut de culte et qui a ses amateurs. Moi, j'avoue que je l'ai vu assez tard et sans être un AV ou un truc forcément hyper attaquable, même vis-à-vis de l'adaptation. Je l'ai vu une fois, je le reverrai pas, quoi. Ça m'intéresse pas beaucoup. Okay. Je l'ai jamais vu, hein, donc je t'avoue que c'est peut-être une honte ou quoi que ce soit, mais je me suis toujours dit... en fait, c'est un cercle vicieux pour ma part, parce que je me suis toujours dit qu'il faudrait que je lise le bouquin avant, mais vu que je peux pas m'encadrer Herbert, et du coup, je le verrai jamais. Tu vois la logique ? Logique. Après, tu peux regarder le film de Lynch, ça va te révéler l'intrigue, on va dire, mais y aura pas tout qui sera dévoilé non plus. J'imagine, ça a l'air très riche comme univers, mais je pense que je regarderai celui de Villeneuve, ça c'est sûr. Et pour le coup, Lynch apporte vraiment sa vision de l'univers, donc voilà, c'est tout autant en fait un film de Lynch que une adaptation. Ok. Il y a une série qui a essayé également deux séries qui ont essayé d'adapter Dune, donc au début des années 2000. La première c'est 2000 et la suivante c'est 2003, il me semble. Donc c'est assez fidèle, on va dire, aux matériaux de base, mais avec les moyens techniques disponibles. Donc quand j'étais gamin, ça faisait illusion. Et là, je les ai revus il y a pas très longtemps. On est sur de l'image de synthèse synthétique. C'est pas bon signe, ça. Non, c'est de la cinématique les PS2. Ah ouais. Début Xbox peut-être. D'accord. Non, c'est le meilleur moment, ça dépend des scènes. Non, c'est pas fameux à ce niveau-là, mais bon, l'histoire fait que t'es quand même porté par la série. T'as des matte paintings qui sont pas trop mal. Voilà, il y a des hauts et des bas. Il y a des acteurs qui surjouent un petit peu. Donc bon, c'est loin d'être une excellente série sur le plan formel. Après, dans l'ensemble, ça va. Si tu connais pas Dune et que tu veux pas te taper le bouquin, c'est plutôt... Bon, écoute, je suis preneur alors. Ça fait un bon résumé, on va dire. D'accord. Sachant qu'ils vont alors si je me trompe pas, jusqu'aux enfants de Dune, ou le Messie, je sais plus. Mm-hmm. Mais en tout cas, ils s'arrêtent pas au premier tome. D'accord. Donc ça permet d'étendre ça. En fait, ça va jusqu'à la fin de la première trilogie, on va dire. Ok, d'accord. Et il y a également un documentaire de Frank Pavich qui est sorti sur Dune, qui est sorti en 2016, qui retrace la genèse d'un projet d'adaptation qui devait être réalisé par Alexandro Jodorowsky. Ouais, mais il est ultra connu ce reportage, ouais. C'est une référence même. Je conseille vraiment d'aller le voir. Donc ça devait être avant même l'adaptation de Lynch en fait, ça devait sortir dans les années 70 si j'ai bien compris. Et on compte parmi les artistes qui devaient travailler sur le film, donc du coup Geiger, Jean Giraud, donc Moebius. Pour la bande originale, il y aurait eu Magma, Pink Floyd, donc putain, plutôt sympa. Ah ouais. Pour Lynch, il y a Toto, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est pas le même. Quoique après, Toto, quand t'enlèves les titres les plus connus, genre Africa et les machins comme ça, il y a eu de bons trucs, hein. Ouais, moi je suis pas complètement hermétique à leur musique et elle fait bien le taf dans l'adaptation de Lynch, surtout par rapport à l'univers que lui s'est approprié. Donc, Et tu m'aurais dit Scorpion, j'aurais eu à lire au Scandale par exemple, tu vois. Oui, ça aurait été un peu étrange, mais pourquoi pas, hein. Après, en fait, c'est suffisamment imaginatif comme univers que finalement tu peux le prendre par plein de bords différents, on va dire, et un peu le façonner à ta vision, à ta perspective plutôt. Ouais. Et justement, ça m'amène au point un peu important de l'actualité, parce que bon, vous avez compris que c'était pas pour tout de suite le film de Villeneuve. C'est parce qu'il y a eu la bande-annonce qui est sortie relativement récemment, il y a 3 semaines. Voilà. c'est de l'actualité très chaude. Ouais, voilà, exactement, ouais. Et moi, j'avoue qu'elle m'a fait un peu peur. Je sais pas si tu l'as vu, toi, la bande-annonce. Alors, les films qui me hype, j'évite de regarder quoi que ce soit dessus avant d'être allé les voir au ciné, en fait, si tu veux. D'accord. Donc, je l'ai pas vu, je la regarderai pas, parce que je veux vraiment... ça peut être à double tranchant, ce genre de truc, si tu veux, c'est... Autant, ils t'en font voir beaucoup, et au final, tu seras déçu, ou vice-versa. Donc, du coup, je regarde pas de bande-annonce. Alors moi, des fois ça marche les bandes annonces sur moi, assez souvent ça marche pas, donc je vais quand même voir les films si ça m'intéresse. Enfin, ça me dissuade pas d'aller voir un film, ça peut juste plus me donner envie ou pas. D'accord. Mais ouais, là pour le coup, un peu tiède quoi, enfin ça a l'air très film d'action. Ouais.
Donc dans l'univers de Dune, pourquoi pas, hein, l'histoire, le récit, il y a quand même des batailles, des moments de bravoure, ça n'est pas exclu. Je suppose que c'est des éléments qui mettent en avant dans la bande-annonce, parce que c'est plus vendeur que voilà, c'est ça. Je sais pas moi, un travelling sur du désert et des mecs qui marchent, parce que c'est quand même pas mal ça aussi. Ouais, oui. Mais moi, c'est la partie de Dune que je préfère aussi, l'aspect un peu contemplatif et intellectuel. Ouais. Et ça, c'est aussi des éléments que je suis pas sûr qu'on retrouve beaucoup dans le film. Après, voilà, on peut les suggérer de différentes manières, donc faut pas non plus partir défaitiste. Juste là, ouais, avec la bande-annonce, j'ai l'impression que ça manque de sobriété dans le traitement vis-à-vis de l'œuvre de Herbert. Ouais. Les acteurs me parlent pas trop. Alors je dis pas qu'ils incarnent mal le rôle, puisque sur une bande-annonce c'est quand même compliqué de juger de leur d'un jeu, ouais, de leur performance. Mais là comme ça, tu me parles de Paul Atreides ou de Duncan Idaho ou de Chani. Les têtes que je vois c'est pas du tout ce qui correspond à mon imaginaire, mais ça peut aussi être intéressant du coup. Non, bien sûr, ouais, ça c'est sûr. L'exemple typique, c'est le Seigneur des Anneaux. Enfin, moi j'ai bien connu l'histoire du Seigneur des Anneaux avant de le voir. Bon, pour le coup, je trouve que les acteurs collent plutôt bien au personnage. Ouais. Mais c'est pas la vision que j'en ai dans ma tête en fait, mais ça fonctionne quand même. Okay. Là, j'ai plus l'impression qu'il y a une dissonance entre le personnage dans le texte et dans le film. C'est ça qui me dérange un petit peu. D'accord. Après avoir surtout le film complet, hein, comme on disait, c'est vrai que les bandes annonces, des fois, c'est un peu trompeur, même beaucoup, souvent. Donc, en fait, ils essayent de vendre leur film, donc ils mettent des éléments qui va parler au public déjà en général, donc c'est pas simplement les amateurs de Herbert. C'est toute personne susceptible d'aller voir le film. Je comprends un peu la manière dont ils ont amené ça dans la bande-annonce, mais pour moi c'est assez loin de ce que j'imagine quand je pense à Dune en fait. D'ailleurs, en parlant de bande-annonce, c'est Karim Debache, je sais pas si tu connais. Si, je situe, ouais. Voilà, et je crois que c'est dans un épisode de Crost, ou dans un épisode de Chroma, du coup, voilà, où il explique le fonctionnement des bandes annonces, en fait. Alors, j'ai plus l'épisode précis en tête, il faudrait que je le poste une fois qu'on aura publié cet épisode, si je le retrouve, je le mettrai en lien quelque part. Et c'est très bien expliqué, justement, l'aspect marketing, tout ça, est très intéressant en plus de ça. C'est de la publicité, après, toute publicité n'est pas négative, donc... C'est ce que non, c'est sûr. Puis comme tu dis, ils ont un truc à vendre aussi. C'est ça, il faut qu'ils te donnent envie de venir avec une bande-annonce. Donc là, j'imagine qu'ils l'ont fait comme ça pour que ça motive les gens qui soit connaissent pas Dune, soit connaissent de loin et ils savent que c'est un film d'action un peu à la Star Wars, même si il y a pas que ça dans la bande-annonce, mais ça peut faire un petit peu penser. C'est la comparaison évidente, on va dire, en termes de cinéma. Donc, il y a une logique. Mais c'est vrai que ça m'a pas trop parlé, quoi. Écoute, à voir sur le film complet. Hein. Et d'ailleurs, c'était ta news, hein, ça, on est d'accord ? Ouais, parce que du coup, je vais enchaîner avec les sorties. Et on va parler de Dune, forcément. Alors, je pense que, voilà, là, on risque d'en bouffer jusqu'à la fin de l'année, voire même un petit peu plus. Donc il va y avoir une nouvelle édition de Dune qui va sortir, ou alors du moins c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est une édition qui va regrouper donc les 2 premiers tomes de Dune, et ça va être une édition limitée qui va sortir chez Pocket. Ok, donc c'est pas un gros format quoi, c'est format poche. Ouais, c'est en format poche, ça sort mercredi 1er là, donc ça va arriver, et c'est une édition collector, pardon, c'est pas une édition limitée, je pense qu'il va y en avoir un petit paquet. Donc voilà, c'est la différence entre le collector et la limitée. Donc j'ai vu la tronche du truc, c'est assez sympa. Et donc je confirme, j'avais noté dans mes notes que c'était les 2 premières parties. Après, je pense qu'ils vont continuer dans la lancée en publiant les autres aussi dans cette collection. Ça serait un peu étrange parce que pour le coup, les 2 premiers sont assez épais, si je me souviens bien. Ah bah là, il y en a pour 886 pages. Hein. Non, c'est ça, parce que le 3e est assez gros aussi, donc je pense qu'ils ont divisé ça comme ça. Je pense. Ouais. Donc, après, pour la suite, le découpage, ça peut être un peu bizarre, hein, parce que la quadrilogie qui suit, elle est... moi, je la trouve assez décousue, enfin, je suis pas du tout amateur de la suite, mais je vois pas trop comment ils veulent faire ça proprement. On verra bien. Ouais, ça... Voilà, donc ça c'était pour la première parution. Je pense que c'est un truc qui risque de fonctionner, étant donné que y a du marketing en ce moment sur
sur le film et tout ça. Et pour la deuxième, bon, enfin c'est pas une vraie news pour toi parce que tu le sais, je t'ai envoyé un message pour te le dire, mais il y a les éditions Le Diable Vauvert qui ressort une édition de Neuromancien de William Gibson. Donc là pour le coup, ce sera une édition limitée. Ouais. Et ça sera disponible le 1er octobre avec une nouvelle traduction. Alors ça c'est important parce que moi j'ai eu beaucoup de mal avec la traduction qu'on se payait jusque-là. Ouais. Pour le coup, Gibson à lire en anglais, ça peut être assez costaud. Hein. Ah, j'imagine, ouais. Surtout qu'il y a pas mal de néologismes, de mots valises, etc. Donc faut maîtriser un peu. Mm-hmm. Donc c'est cool si on a une nouvelle traduction qui permettra à dire à des gens qui sont peut-être moins pointus sur le sujet de se lancer dedans, quoi. Parce que c'est un Gibson, ça peut être assez épais au-delà de l'histoire elle-même qui est assez tortueuse, mais le texte ça, peut être assez difficile à digérer, quoi. Voilà, et moi c'est ce qui a freiné ma première lecture. C'est vrai que tu me l'avais conseillé, donc je l'avais pris. J'avais été au bout, mais très 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 difficilement. J'avais vu le potentiel du bouquin, enfin le potentiel c'est vraiment au-delà de ça, parce qu'il est vraiment culte, il a créé limite un genre. Mais là je me dis que je vais lui laisser une chance en espérant que ça se passe un peu mieux avec cette nouvelle traduction, et puis bah du coup... je te dirais, j'étais peut-être un petit peu jeune aussi, donc je sais pas, maintenant avec le recul, je me dis que ça peut le faire. Et la traduction est de Laurent, alors j'espère que je vais pas trop écorcher son nom, Laurent Quessy, si je me trompe pas et que je le prononce correctement. Okay. Si c'est pas le cas, bah, je Et m'en pour excuse. Dune, là pour le coup, c'est textuellement la dernière version en date, je suppose. Il n'y a pas de retraduction de... Oui, j'ai pas noté de Après, trucs ouais, différents à ce niveau-là. très bien, hein, donc il n'y a pas de raison d'en changer. Pour l'instant. Donc voilà, moi c'était pour les parutions, je me suis dit que ça pouvait coller un petit peu à l'actualité. Ouais, bah là c'est du lourd, hein. Entre... Ouais, c'est quand même deux piliers de la science-fiction moderne. C'est ça. Et bah, puisqu'on a beaucoup parlé de science-fiction, pour la première chronique, on va parler de fantasy, et de fantasy à la française. Ah, c'est bien ça. Donc dans la continuité de mes relectures du sieur Jaworski, donc Jean-Philippe Jaworski, je refais pas tout l'historique, c'était pas très long, mais on en parlait déjà dans l'émission avant le hors-série, donc vous pouvez aller vous y référer pour plus de détails sur l'auteur. Bah, comme j'avais lu les dernières nouvelles en date sur le Vieux Royaume, donc le Sentiment du Fer, ça m'a donné envie de relire les premières nouvelles donc de Jean-Philippe Jaworski, qui concerne aussi le Vieux Royaume, et qui est en fait un recueil de nouvelles qui est sorti en 2007 chez les Moutons Électriques et qui s'intitule Yanua Vera. Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, je sais pas si toi tu sais. Ça veut dire j'ai fait des crêpes cet après-midi, il me semble. En vieux norrois. Donc vous aurez dans le titre de l'épisode un truc avec des crêpes. Voilà, j'en ai absolument aucune idée. Bah, en tout cas, même ne sachant pas ce que ça veut dire, il a quand même reçu des prix, donc au moins un prix plutôt. Le prix du Cafard Cosmique en 2008. Donc c'est un site qui était à l'initiative d'un journaliste, donc des littératures de l'imaginaire notamment, qui a fermé en 2017. Ouais, j'ai connu ça. C'est une référence ce truc, hein. Il y avait vraiment énormément de choses dessus. Ouais, c'était pas mal. Et donc du coup il a reçu ce prix, donc c'est pas non plus un truc énorme, mais bon, on reste dans le roman francophone, je pense pas qu'il ait été traduit. Et pour le coup là c'est quand même une reconnaissance assez importante dans le genre. Ensuite il a été réédité chez Gallimard dans la collection Folio SF en 2009. Et là ça m'a fait repenser à notre discussion, tu sais, quand je te disais que pendant longtemps on considérait la fantasy comme un type de SF ou inversement. Oui. Bah là on est dedans, quoi. La collection Folio SF, en fait t'as autant de la science-fiction que de la fantasy sous toutes ses formes. Ouais. Là ça peut vous donner un peu une idée de ce qu'on essayait de dire la dernière fois. Comme je disais, toutes les nouvelles se déroulent dans le Vieux Royaume. Un peu comme pour le Sentiment du Fer, on va avoir vraiment des nouvelles très différentes les unes des autres, que ce soit par rapport aux personnages dont on suit la vie, mais aussi les zones géographiques, et on va quand même garder des bornes temporelles, pas trop ramassées, mais quand même on va évoluer à peu près dans les mêmes périodes, à, je sais pas, je dis n'importe quoi, 20-30 ans de décalage entre les personnages et les événements. Mais globalement, voilà, ça se compte sur une vie humaine, quoi. C'est pas 2 siècles plus tard. C'est moins de 50 ans, quoi, c'est sûr.
Si je peux me permettre de te couper, j'ai la traduction. Donc, c'est une traduction du latin qui signifie vraie porte. Qui est assez logique puisque c'est la première nouvelle du recueil qui parle justement d'un dieu roi en fait du royaume. Je crois que c'est la Léomance, le royaume. Il me semble aussi de souvenir, ouais. Et il est sans cesse réveillé la nuit parce qu'il voit une porte et il n'arrive pas à passer la porte en fait. Il sait pas ce qu'il y a derrière, il n'arrive pas à dépasser le blocage de la porte. Donc c'est autant physique que métaphorique en fait. Enfin ça, je vous en dis pas trop plus non plus parce que ça dévoilerait trop l'intrigue. Mais ouais, c'est une première nouvelle un peu mystique, un peu occulte, plus mystique qu'occulte, qui ouvre, qui peut refroidir au premier abord, je pense, si t'es pas prêt à ce type de récit, mais qui montre un peu tout le côté surnaturel, mais pas forcément la magie en tant que telle où tu balances des boules de feu, t'as des créatures enchantées, etc. On est vraiment sur un aspect psychologique et magique. Ouais, d'accord. Un peu pour le coup comme Herbert dans Dune, où tu as cette espèce de mélange entre politique et religion. Qu'est-ce qui tient de la croyance, qu'est-ce qui tient de la manipulation, ce genre de choses. Là, on n'est pas tout à fait dans le même registre, mais on est un peu sur ces abords flous où tu sais pas vraiment si il y a réellement du surnaturel ou c'est ce qu'on te fait croire en fait avec des événements tellement incroyables que tu t'as pas d'autre explication si tu veux. D'accord. On aura cette espèce de magie un peu diffuse tout le long des nouvelles. Et c'est ce qui est un des fondamentaux dans les récits de Jaworski. On en parlait la dernière fois dans le Sentiment du Fer aussi. Quelques exceptions près, la magie est sous-jacente à l'univers, mais elle n'est pas en représentation constante. Souvent, même dans le quotidien des personnages, elle n'a pas de... D'accord. Elle n'a pas de consistance, elle apparaît pas en fait. Et c'est d'ailleurs le cas dans la nouvelle qui suit, qui est intitulée Moes Dawn, et qui est la première fois où le personnage de Don Benvenuto apparaît. Ah, c'est la guilde des chuchoteurs. Exactement. Et c'est comme une nouvelle d'une 50aine de pages, hein, donc c'est assez massif. Et dans ce récit, on apprend comment il arrive à être employé par un certain personnage, dont je ne dévoilerai pas le nom parce que c'est une des intrigues de la nouvelle. Et pour le coup, on a vraiment un embryon de ce que va devenir le personnage de Don Benvenuto dans Gagner la guerre, donc le roman qui a fait connaître Jaworski au plus grand nombre des lecteurs de fantasy francophones. Et on retrouve pas mal d'ingrédients qu'on aura dans Gagner la guerre. On a un récit qui peut être très rapide par rapport par exemple à des courses-poursuites, à des événements qui vont s'enchaîner très vite, et d'autres passages vraiment de réflexion du personnage qui va s'interroger pour essayer de trouver la meilleure solution pour sortir d'un problème, puisque Don Benvenuto est un anti-héros, c'est un assassin, donc ça je vous l'apprends pas normalement, puis on le sait assez vite dans le texte, et donc son but à lui c'est de remplir ses contrats, et si possible de sauver sa peau. Oui. Donc on a toujours cette espèce d'aller-retour entre faire en sorte de réussir la mission, mais de s'en sortir vivant pour pouvoir jouir des choses que t'apporte la mission. C'est-à-dire qu'il assassine pas des gens pour le plaisir, c'est pour gagner sa vie. Et je trouve que c'est pas mal qu'on le ressente vraiment comme ça. Tu sens que c'est pas un tueur pervers ou je sais pas quoi. Pour lui, c'est vraiment un boulot. Non, c'est le business, quoi. Et du coup, ça donne un personnage qui est très ambivalent, très attachant, et là, dès cette nouvelle, on ressent ça assez facilement, je trouve, pour son personnage. Et ça, c'est une des qualités de l'auteur. En fait, il nous dépeint un monde qui est très, très dur, assez cruel, parfois très très sale, mais sa manière d'écrire, ça peut émouvoir, en fait, ou toucher, c'est des émotions qui sont assez justes, en général, qu'il arrive à décrire. Et on arrive vraiment à se mettre dans la peau des personnages, même si l'univers autour paraît vraiment à des kilomètres de ce que nous on vit. On arrive quand même à rentrer dans leur tête et à comprendre leurs motivations, leurs sentiments. Et ça, c'est vraiment à mettre au crédit de Jean-Philippe Jaworski, qui a systématiquement dans toutes ses œuvres que j'ai pu lire jusqu'ici, il arrive vraiment à nous dépeindre un monde très cru, très réel, mais avec une certaine poésie. C'est vrai, ouais.
La nouvelle suivante qui s'intitule Le service des dames. Alors celui-là, cette nouvelle m'a moins marqué, mais elle est dans son genre, elle est quand même bien écrite. On est sur encore un autre registre que les deux précédentes. On n'est pas loin du récit de chevalerie, un peu à la Chrétien de Troyes. Tout ce qui tourne autour du cycle arthurien, le Graal, ce genre de choses. Là, on a un chevalier qui chemine à travers un royaume et il se met au service d'une dame. Voilà, ça c'est le postulat, et s'ensuit un certain nombre d'événements. Là pareil, je rentre pas dans les détails. Oui, pour le coup, ça fait vachement chevaleresque, quoi. Oui, non, mais c'est complètement ça, il y a du duel, c'est même pas qu'à l'épée, il y a même du duel à cheval, enfin monté. Je trouve qu'il y a des très beaux dialogues dans cette nouvelle, qui sont très crédibles, tout en ayant cet aspect un peu ancien, que t'attends dans un récit de chevalerie. Donc c'est très réussi. C'est pas ma préférée, mais dans son genre, elle est quand même... Niveau écriture, lui, surtout au niveau des dialogues, ça a toujours été un point fort. Hein. Ah oui, c'est clair. Vient ensuite une autre nouvelle qui m'a pas non plus extrêmement passionné, mais pareil, hein, c'est du bon boulot, donc je peux pas vous dire qu'elle est pas bien, c'est juste que comparativement aux autres, je l'ai moins dégusté. Donc c'est une offrande très précieuse, où on suit un personnage qui est... finalement assez inhabituel dans ce type de récit, qui est un des barbares Urumagnes, je crois que c'est un truc comme ça. Je me souviens plus du nom de la région. Et c'est dans le genre, en gros, c'est un peu la vision romantisée soit des Celtes ou des Germains pendant l'Antiquité et le début du Moyen-Âge pour les Germains, du coup. Donc assez bestiaux. Leur but, en gros, c'est d'aller piller les terres alentours et de mettre le pays à feu et à sang, rapporter du butin. Et donc on va suivre un de ces guerriers. Donc ça commence dans une bataille, et puis il va, au fur et à mesure, ils vont voir qu'ils perdent le combat, et ils vont essayer de s'enfuir, et on va suivre un peu ses pérégrinations pour qu'il rentre chez lui. Et il va faire la rencontre d'un certain personnage. Donc là, pareil, j'en dis pas plus. Et là on arrive dans ces récits introspectifs. Le personnage, un peu comme dans la première nouvelle, mais avec le côté mystique peut-être plus intime, où le personnage a un blocage dans sa psyché. Par la rencontre d'un personnage, il va essayer de guérir en fait de ce blocage. Donc finalement c'est assez intéressant de voir comment un guerrier comme ça, sauvage, vraiment porté sur le physique, va devoir dénouer vraiment un problème presque spirituel. Donc c'est plutôt bien vu. Comme vous voyez, à chaque fois, c'est des personnages qui sont très différents les uns des autres. Hein. C'est ça qui est cool, c'est qu'il n'y a aucune monotonie chez lui, en fait. Alors celui-ci, je pensais l'avoir lu, mais je suis allé voir là pendant que tu me faisais ta croc. C'est pas du tout celui-là, pardon. Mais il est dans ma pile à lire, et du coup, je pense que je l'enchaînerai après. Hein. Tu vas te régaler, je pense. Hein. Le récit suivant, c'est un conte, le conte de Suzel. Donc là, on est encore sur un registre différent. Celui-là, il est extrêmement triste, en fait. C'est difficile de le lire sans avoir la gorge serrée à la fin. Là, on suit une petite paysanne, donc qui a une vie de paysanne, donc assez morne et ennuyeuse, et pas dénuée de malheur. Et on est vraiment, c'est vraiment construit comme un conte, et il y a un élément surnaturel qui arrive dans le récit, mais surnaturel pas tout à fait. Un peu, mais pas trop. On est toujours à la lisière, hein, de toute façon. Et ça va à la fois, illuminer la vie de la petite Suzel, mais aussi lui apporter son plus grand malheur. Voilà, c'est une nouvelle qui peut être assez dure, mais qui est vraiment très belle. Et elle fait un parfait contrepoint avec celle qui suit, qui s'appelle Jour de Guigne, où on suit, alors c'est Sir Calam, je crois. C'est un agent, un fonctionnaire ça va me parler. Un fonctionnaire d'une des villes indépendantes qui s'appelle Bourpreux, je crois qu'on en parle dans Gagner la guerre, qui copie des textes, en fait, des textes de loi, il me semble. En fait, il se lève un matin et il lui arrive toutes les pires catastrophes. Ça va de casser sa clé dans sa serrure, à se faire poursuivre par tous les chiens de la rue, ou que il se reçoit tous les pots de chambre sur la tronche dans les rues. La vraie guigne, quoi. Voilà, et il finit par être forcé, intégré de force dans la milice pour pouvoir arrêter un dangereux assassin. Donc ça, c'est vraiment de la poisse, quoi.
J'imagine bien, oui, ça c'est vrai qu'il y a meilleur comme journée. Hein. Et en fait, c'est vraiment tourné sous le ton de la dérision, un peu à la Pratchett. Enfin, d'ailleurs, c'est un hommage à Pratchett, hein, si vous avez lu un peu, chouette, ça. Un peu de Pratchett, l'inspiration est claire et nette, et je crois que Jaworski s'en est pas caché. Mm-hmm. Et c'est vraiment excellent. Dans un autre genre, c'est vraiment très très bon. Je ne vous dis pas comment le copiste s'est fait ensorceler, ni comment ça finit, mais ça vaut vraiment le détour. C'est vraiment une des meilleures, je trouve. Parce que, en plus, Jaworski ne nous a pas trop habitués à ce ton-là, même s'il y a beaucoup d'humour dans ses textes en général. On est plus sur de l'humour noir, alors que là, bon, un petit peu aussi, parce que c'est quand même, il lui arrive des sales trucs, mais il y a un côté vraiment comique et absurde qui est moins habituel dans ses textes. On vient ensuite à une autre ambiance avec la nouvelle Un amour dévorant, c'est l'avant-dernière, hein, j'ai bientôt fini. Là on est sur du fantastique, on est vraiment sur du récit d'horreur à base de fantômes. On sent, et c'est pas la seule nouvelle, que Jaworski a un passé de rôliste, parce que j'ai vraiment l'impression que le récit est construit à la fois comme une histoire qu'on raconterait à des personnages, à des joueurs, pour leur donner envie de percer le mystère, pour leur faire un peu peur, créer de la tension. Et en même temps, c'est relaté comme une histoire qui a déjà eu lieu et qui est terminée. Donc je trouve que c'est assez intéressant comme mélange. Et pareil, elle est assez réussie, on a bien froid dans le dos, et ça te passe l'envie de te promener dans les bois la nuit. Et on arrive sur la dernière nouvelle, qui clôt, je trouve, très bien le recueil, puisqu'on suit, donc elle s'intitule Le Confident, et on suit un des membres du culte du desséché, qui est un peu le culte mortuaire, enfin même qui est complètement le culte mortuaire, et ça fait un bon contraste avec le début. Dans Gagner la guerre, il en parle pas du culte du desséché? Oui, si, les desséchés, oui. Oui, ça fait partie des c'est ce qui me semblait, des cultes assez importants de l'univers. Et d'ailleurs, il est en compétition avec le culte du dieu resplendissant, qui est du coup le personnage principal de la première nouvelle. Et là où dans Yanoa Vera on a un côté un peu onirique, vraiment cet aspect là de la religion, avec des révélations, quelque chose d'assez lumineux, même si là c'est sur le déclin de la lumière puisque le dieu doute. Dans Le Confident on est vraiment sur l'occulte et toute la partie oppressante que peut avoir la religion. Mais alors, ce qui est assez bien fait, c'est qu'on suit un membre, un ecclésiaste en fait. C'est vraiment l'oppression interne, enfin comment en fait ta manière de concevoir ta croyance et ta pratique peuvent t'amener à certaines extrémités. D'accord. Et elle est vraiment fantastique. Enfin, au début on sait pas trop où ça va, quel est le propos, et les dernières lignes elles sont parfaites quoi. Il y a besoin de pas grand chose pour que ça bascule en fait, que la chute arrive. Et sans t'en apercevoir, en fait, t'as fait le cheminement déjà intellectuel. Tu sais que ça finit comme ça, mais t'arrives pas à te le figurer jusqu'au dernier mot, en fait. Ouais, c'est bon, t'as gagné, hein. Je vais l'attaquer après. Donc voilà, vous avez compris, hein, j'ai pas vraiment de points négatifs, si c'était quoi, qu'il y a des nouvelles qui m'ont moins parlé, mais du point de vue de la forme, c'est nickel, hein. De toute façon, c'est du Jaworski, donc... Ouais, ça, il nous a tellement habitués à faire que du bon job que je pense que c'est difficile de critiquer. Hein. Si je dois le comparer avec Le Sentiment du Fer, j'ai l'impression que ces nouvelles-là sont quand même plus fortes que ce qu'il a écrit par la suite. Ok. Enfin, en tout cas, j'ai plus de souvenirs, tu vois, de ces nouvelles-là. D'ailleurs, je pensais que certaines étaient dans Le Sentiment du Fer, et j'étais déçu de pas les retrouver dedans. D'accord, ok. Et à l'inverse, celles que... La plupart, je m'en souvenais plus du Sentiment du Fer, et ça m'a pas... Enfin, tu vois, c'est pas le truc que je vais relire tout de suite. D'accord. Bon, écoute, en tout cas, moi, t'as aiguisé ma curiosité, donc voilà, je pense que je finis ce que je suis en train de lire et j'attaquerai celui-ci après. Ok. Eh tant mieux. Bon, oui, parce que moi, du coup, je vais partir sur un truc qui est vraiment tout autre, hein. Même si j'avais spoilé dans le dernier épisode que je parlerais de comics, je vais parler de comics, en effet. Et je vais parler de Batman, et de Batman White Knight, qui est sorti en 2017. Donc, je pense que les amateurs, surtout les plus adultes d'entre nous, l'auront lu, parce que du coup, je vais en venir. Le Batman White Knight est le premier album, en fait, qui a inauguré en France le Black Label de DC. Ok.
Donc pour éclairer quelques lanternes, parce que moi personnellement j'ai mis un peu de temps à piger ce que c'était vraiment le Black Label, et ben c'est une collection d'albums en fait pour les adultes, plus ou moins, ou alors pour les plus matures en fait on va dire, mais c'est surtout qui laisse place à la créativité des artistes qui ont carrément une carte blanche totale. Parce que c'est pour ça que c'est le White Knight. Non, pas vraiment, mais par contre c'est un très beau jeu de mots, voilà. Donc les acteurs sont libres de la thématique, du format, etc. Donc pour DC, et là je vais citer, beaucoup de nos classiques et de nos meilleures ventes ont été produites lorsque nous avons laissé nos plus grands artistes sur des projets mettant en scène nos personnages les plus iconiques et déconnectés de la continuité. Donc là, c'est-à-dire que c'est souvent du one-shot, on va dire. Un bon exemple étant The Dark Knight Returns de Frank Miller. Créer le Black Label nous permet à la fois de travailler avec les meilleurs talents qui soient et leur faire confiance pour raconter des histoires épiques et mouvementées, comme eux seuls savent le faire, si on leur laisse la plus grande liberté artistique. Et parmi ces artistes se trouve Sean Murphy. Donc Sean Murphy, c'est un grand nom aussi des comics d'ici. Donc je vais pas faire une biographie complète, parce que concrètement, il y en aurait pour 3 plombes. Mais il a commencé comme encreur pour des projets de Star Wars et d'autres projets chez Dark Horse Comics. Et il se fait ensuite engager chez DC. Il participe à des projets Hellblazer, Constantine en français. Pour le titre, c'est Mauvais Sang, pour ceux qui veulent aller le lire. Et American Vampire, pour les plus connus, c'est les deux. Et American Vampire, c'est un projet avec Stephen King et Scott Snyder, qui est un gros nom des comics aussi. Et en 2012, il a annoncé qu'il va collaborer avec Snyder aussi, sur une série horrifique qui s'appelle The Wake, qui est pas mal du tout d'ailleurs. Et en 2017, il sort la série qui nous intéresse, donc les Batman White Knight, où il a accompagné, donc je vais sortir encore une fois mon plus bel accent anglais, Matt Hollingworth pour la couleur. Voilà, ça c'est pour les présentations. Comme je disais au début de la chronique, et sans mauvais jeu de mots avec le Joker, là on a fini de rire parce qu'on est sur un truc quand même qui est un peu high level. Donc ce Batman, même si perso moi je l'aurais rangé dans la catégorie des Jokers, donc ça s'ouvre sur une énième course-poursuite entre le Joker et Batou, forcément, jusque là tout va bien. Donc ça commence, ça bourrine à fond, c'est-à-dire que c'est rapide, ça traverse Gotham, ça se balance des pics, c'est le Joker qui provoque Batman, limite en mettant à nu la nature de leur relation en fait, parce que c'est vraiment les deux personnages iconiques de DC. Donc voilà, le Batou on prend plein la tronche et tout. Donc on est directement dans l'action, et c'est super speed et c'est super nerveux, ça on peut pas se tromper. Mais peut-être un peu trop nerveux. Et on sent que le Batou là, il est complètement à bout, tu vois, il y a la couleur rouge qui domine dans les cases. C'est super oppressant et on sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc la course poursuite, elle se termine dans un entrepôt, où Batman va finir par littéralement laminer son ennemi, avec une violence inouïe, avec tout le monde autour, qui limite filme la scène et tout. Et le Joker finit par ingurgiter des médicaments qui vont finir par le soigner. Donc le Joker, en gros, il n'y a plus. Et c'est comme ça que va naître, ou renaître, que Jack Napier va refaire surface. Alors pour ceux qui seraient fans de la licence de réalisateur, il faut savoir que c'est le nom du Joker de Tim Burton, celui interprété par Monsieur Nicholson. Et d'ailleurs, il est bon de spécifier au passage que ce Batman est juste ultra référencé, c'est un truc de fou. Donc il y a beaucoup de planches qui comportent des minuscules détails intéressants à chercher, ou pas, parce qu'ils sont pas spécialement cachés. Mais on peut sentir vraiment que là, l'auteur est fan de son personnage, quoi. Ça, il est fan de la saga et du perso qu'il dessine, c'est inévitable, c'est sûr. Donc, à partir de la guérison de Napier, là, le Batman, il va prendre... ce Batman, donc le White Knight, va prendre une direction vraiment différente de ce qu'on a l'habitude de voir.
Donc ça commençait tambour battant, et mais à partir de ce moment-là, il va y avoir une sorte de twist où les rôles vont être inversés. C'est-à-dire que Batou va devenir l'homme à abattre, même s'il l'est toujours un petit peu, parce que voilà, c'est aussi la nature de ce personnage-là d'être assez ambigu, même s'il fait des choses bonnes, on remet toujours, ou alors souvent, en cause ses actions. Et Jack Napier va devenir le White Knight, donc la force opposée au Dark Knight qui sombre de plus en plus. C'est comme ça que Napier, du coup, va s'engager dans la politique, et c'est là où le twist intervient, afin que Gotham retrouve ses lettres de noblesse. Donc en gros, là, ça va partir sur du politique. Donc, à mon sens, même si c'est clairement le sujet, on est dans un Batman très politisé, puisque l'essentiel du récit va tourner autour de ça. Je crois qu'on tient l'un des rares Batman, ou alors, bon, il y en a peut-être d'autres, mais je suis pas au courant, parce qu'il faut dire que il y en a tellement qui sont parus, où l'affaire ne se réglera pas spécialement au point, ou alors pas totalement. Du coup, une campagne va être menée par Napier, en essayant de récolter la voix des quartiers pauvres, ce qu'on voit aussi fréquemment en politique, donc il y a beaucoup de ficelles comme ça qui vont être reprises dans ce tome-là, et une campagne qui va être menée comme ça, avec les coups de Trafalgar qui est en politique, et tout ça. Et d'ailleurs, il sera épaulé par Harleen Quinzel, donc la Harley Quinn, retombée folle amoureuse de lui, du Jack qu'elle a connu, quoi, en gros. Donc, comme je le disais, l'accent est mis sur le Joker dans cette série, mais Batman va tout de même être présent, parce qu'on va suivre un peu pas sa chute, mais le pourquoi du comment il est autant à bout, en fait, tout simplement. On comprend que Batman est touché par Alfred, donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est son servant, on va dire, même si c'est pas vraiment le terme, parce que c'est un majordome, mais c'est un confident, c'est un peu tout. Voilà, majordome. C'est son homme, c'est sa conscience, c'est son homme de main, quoi. c'est son Nestor, quoi. Donc, qui est dans le coma, parce qu'on rigole, mais c'est pas rigolo. Hein. Ouais, et puis il est sur le point de calancher, quoi, en gros. Donc, il va devoir s'allier. Ça peut expliquer pourquoi il est vénère, le Batman. Ah bah voilà, c'est vraiment... on comprend que c'est vraiment à cause de ça. Enfin, je veux dire, il a perdu ses parents très tôt, et il a toujours été là pour lui, et puis là, il est mis sur son lit de mort, quoi. Donc il va devoir s'allier avec un vieil ennemi, Dr. Freeze, donc, afin de tenter de sauver, son Alfred, quoi. Donc, c'est une ambiance assez pesante, parce qu'on parle aussi de mort, d'êtres chers qui vont partir, donc voilà. C'est une ambiance si épaisse que la purée d'haricots rouges de mamie, quoi, tu vois ce que je veux dire. Ah mais là, tu me donnes des petites pépites pour le titre. Donc, le Batman, il est pas bien, parce qu'il va être chargé comme une mule aussi, donc par tout le monde, parce que du coup... Ah d'accord, il est pas bourré, Batman. Non, il est pas... Non, tu sais, c'est un homme responsable, hein, le Batou. Donc il va être chargé par tout le monde, ça change pas par Gotham, parce que c'est toujours un petit peu le mode de fonctionnement, mais aussi par ses coéquipiers, donc Robin et Batgirl, qui font aussi des apparitions, enfin qui sont même dans le récit, et je précise au passage que toute la Bat Family, enfin pratiquement toute la Bat Family est là, donc les copains gentils et les copains méchants, donc les vilains, qui sont venus en renfort aussi de Jack Napier, voilà. Alors, on est loin d'un Batman All-Star, hein, comme ça peut se faire, par exemple avec le Batman Silence, qui regroupe vraiment, si tu veux voir tout le monde, et commencer par un Batman hyper burné, tu peux commencer par celui-ci. Donc les fans, ils y retrouveront quand même un certain plaisir, ça c'est sûr, d'autant plus que l'autre atout de ce tome-là, c'est que voilà, les dessins sont proprement... c'est hallucinant, quoi. C'est blindé à la gueule de détails, avec une mention particulière quand même pour les planches qui mettent en scène des véhicules. Dessiner des véhicules, apparemment, j'avais lu dans une interview, c'est vraiment une des passions de Murphy. Et c'est bon de savoir aussi que ces véhicules sont fortement inspirés par la trilogie de Nolan, donc Batman Rises, le Batman Dark Knight et le Batman Begins. Voilà, d'ailleurs Begins c'était le premier. Mais comme je le disais tout à l'heure,
beaucoup de constats vont être faits au cours de l'histoire, hein. Donc le constat que Batman, ses actions sont pas spécialement bonnes pour Gotham, le constat que ses amis peuvent aussi lui tourner le dos avec des bons arguments, enfin plein de trucs comme ça, quoi. Et aussi la relation la plus importante, Batman-Joker. Et sur les répercussions que ça a, parce que finalement, leurs bastons, concrètement, elles sont pas, c'est pas anodin. Bah, finalement, en plus, là, ils s'opposent quand même, si j'ai bien compris. Donc, il n'y a pas vraiment de changement de paradigme. Et ben en fait, c'est surtout un changement de point de vue. Ouais, c'est ça. Voilà, parce que du coup, Napier, lui, il va retourner ce que Batman s'efforce de faire contre lui. En gros, de retourner la justice contre Batman, mais vraiment, là, c'est la justice au sens propre, parce qu'il va le traîner en procès. Ah ouais. Ouais, et c'est ça qui est vraiment intéressant dans cette histoire, parce que voilà, c'est vraiment un Batman politique, hein. Politique. Donc voilà, c'est ça qui est bien, c'est que ça se limite pas à de la castagne, en fait. C'est quand même assez rare pour le souligner. Même si, sur la dernière partie, la réflexion, elle laisse quand même place à de la baston, parce qu'il faut pas déconner, bon, il faut y aller au bout d'un moment, tu vois ce que je veux dire. Mm-hmm. Donc, on veut voir du Batarang. Je suis même pas sûr que t'aies un coup de Batarang qui parte dans celui-ci, mais par contre, voilà, t'as de la Batmobile, t'as des machins comme ça. Et puis, et ben voilà, dans la dernière partie de Tom, quand même, tous les super vilains vont se regrouper derrière Napier pour y aller, et tous les gentils, entre gros guillemets, vont se regrouper derrière Batman pour un ultime assaut contre Napier, parce qu'il faut quand même qu'au bout d'un moment, le Joker redevienne le Joker, ça peut pas durer. Donc en fait, voilà, c'est ce que je disais, il s'entoure de ses acolytes habituels, qu'on a l'habitude de voir dans les récits donc, de Batman. Ça, c'est au niveau des super vilains. Donc pour appuyer sa stratégie politique, le petit Napier, il va utiliser les super vilains pour jouer leur rôle, c'est-à-dire jouer le rôle de super vilain, et lui arriver en disant « Non, les mecs, faut pas faire ça et tout, machin, vous voyez, j'ai raison. » Enfin bon, voilà, stratégie politique, quoi. Donc après la période de calme du milieu où tout se met en place, la dernière partie, voilà, ça va littéralement péter dans tous les sens, on va dire. Voilà. Il y a simplement un petit truc moi qui m'a paru, que j'ai pas vraiment compris, c'est l'apparition de deux Harley Quinn. Donc la Harley Quinn du Suicide Squad et la Harley Quinn qu'on voit dans les DC standards, on va dire. Donc si des auditeurs ont cette réponse-là, c'est sûrement un truc que j'ai pas compris. Donc pour moi, toutes les réponses sont bonnes à prendre. Donc pour finir avec ce White Knight, c'est que au-delà de l'accueil critique qui a été très bon pour celui-ci, parce que c'est quand même un Batman qui sort un peu de l'ordinaire, et surtout c'est le premier sorti donc sur le Black Label, qui est sorti en 2 éditions, franchement une édition noir et blanc qui est sublime, qu'un pote a, que je suis pas arrivé à choper, même si celle en couleur est très bien, même s'il est parfait, il est pas exempt de tout reproche, il est pas parfait en tout point, parce que le reproche que moi personnellement je peux lui faire, c'est que j'ai eu la sensation que Murphy n'est pas allé au bout de son idée. C'est-à-dire que le mec a voulu s'orienter sur un Batman vraiment purement politique, mais qu'au bout d'un moment, cette action-là s'est coupée brute pour retourner sur l'action. Et ça m'a paru un petit peu soudain, genre bon bah là, ça me gonfle, voilà, je vais passer à autre chose. Je trouve qu'à certains moments de l'aventure, voilà, ce côté engagé et politique a vite été balayé au profit de l'action. Donc, est-ce que sur tout le tome, ça aurait pas été un petit peu indigeste, voilà, ou est-ce que c'est pour plaire et nous donner ce que nous on attend, à savoir du Batman burné et voilà, je sais pas. Mais en tout cas, j'aurais aimé ne pas avoir cette sensation un peu d'inachevé à la fin du bouquin. Mais mis à part ça, c'est vraiment une pure merveille, et limite j'en ai eu des frissons en voyant certaines pages, quoi, en fait, où je me suis surpris à limite me coller le pif contre la planche. Bon, après je suis voilà, pour ceux qui le savent pas, je suis myope, donc quelque part tu vois plus grand chose déjà.
À 80 ans, on voit plus rien. Hein. Ah bah exactement, ouais. C'est ça. Mais après, voilà, il y a des planches vertigineuses et puis il y a beaucoup de détails, quoi. Donc voilà, puis on se moque pas des vieux, s'il te plaît. La myopie, c'est pas top. Je suis myope aussi, je ne me moque pas. Ah oui, c'est vrai, putain. Bah raison de plus, alors. Je te le filerai, on va voir si tu les vois aussi bien que moi, les détails. Et non, je pense que le Batman, il a eu le succès qu'il mérite, enfin ce Batman en tout cas. Même si je le conseille pas à une personne qui voudrait s'initier aux comics et surtout pas au Batman en fait, parce que c'est vraiment très particulier. L'autre point fort, c'est le personnage d'Arline, et ça, je l'ai vu beaucoup revenir dans les avis que j'ai pu voir sur le net. C'est que son personnage est vraiment extrêmement travaillé et que c'est un point central vraiment de cet épisode-là. Parce qu'elle est présente derrière Napier et elle l'aide dans son entreprise et pour reconquérir Gotham, mais c'est aussi une histoire d'amour parce qu'à un moment il y a un passage sur les toits où elle parle avec Batman du Joker et tout ça, et puis bah on le sait, elle l'aime et du coup là elle retrouve vraiment cette personne qu'elle a aimée avant qu'il sombre dans la folie, parce que Arline en fait est devenue Harley Quinn à cause du Joker et par amour du coup. Et là du coup vu que les deux personnages n'ont plus cette maladie entre gros guillemets, cette folie, et ben on a affaire à une histoire d'amour assez puissante. Et donc elle va se mettre à nu, voilà, quelque part. Même si la nudité, tiens, je tiens à le préciser, a été retirée. DC était d'accord pour suivre donc Murphy dans ce sens-là, dans un Batman qui sorte un petit peu de l'ordinaire. Par contre, il touche pipi et mélange poil, comme ça passe pas. Donc, alors là, mais c'est parfait pour le titre. Des crèmes de touche pipi, franchement. Voilà, bon bah, hein, c'est toi qui donne les titres. Auditeurs après ça. Ah bah ça, oui, ça je m'en doute. Mais justement, moi, j'allais te poser la question, mais je te laisse peut-être finir avant. Mais non, en fait, j'allais dire qu'il y a beaucoup de choses donc à dire sur ce tome-là, qui reste peut-être l'un des plus atypiques pour le moment, mais que il faut le lire parce que c'est vraiment, je pense à mon sens en tout cas, un Batman assez important. Du coup, je peux poser ma question. Mais vas-y, je t'en prie. J'ai même des questions, alors attention. J'espère que tu as les réponses. Hein. Ouais. Justement, le fait au début, tu disais que donc DC de laisser carte blanche aux auteurs, mais en fait, pas tout à fait, puisqu'ils lui ont interdit la nudité. Mais alors, bon, ça, on peut imaginer que c'est dans un cahier des charges global, parce que c'est pour des raisons de cohérence du comics et de Batman, etc. Je sais pas, hein, j'imagine. Ouais. Je sais pas, parce que c'est assez violent, donc je pense pas qu'ils ont censuré parce que il y aurait de la sexualité. Enfin, tu vois, ça aurait été un peu deux poids deux mesures, mais peut-être aussi, je sais pas trop. Mais du coup, est-ce que le dernier acte où on retrouve un peu plus d'action, est-ce que ça serait pas non plus sous l'influence de DC qui s'est dit, bah à un moment c'est bien ton truc d'avoir un Batman atypique, mais il faut clôturer, sachant que d'après ce que j'ai compris, il y a qu'un seul tome, il y aura pas de suite à ça précisément. C'est pas impossible qu'il y ait une suite, si je me souviens bien ce que j'ai lu qui devrait arriver, ou alors voilà, en fait c'est pas impossible. C'est pas un one shot quoi. Que ça continue. Voilà, pour l'instant c'en est un en tout cas. Mais oui, après j'ai pas la réponse à ta question, mais c'est pas impossible, même si ça m'étonnerait, parce que la démarche de DC c'était vraiment là la nudité, c'est vrai que entre gros guillemets t'as des comics pour ça, si tu veux voir du cul t'as des comics qui tournent autour du cul, tu vas lire du Preacher, du machin comme ça, là y a pas de censure, c'est des fois des trucs assez dégueulasses. Alors moi je te pose la question de manière très candide parce que je connais très mal l'univers du comics, mais donc la nudité c'est pas un thème problématique dans le comics. Non, pas vraiment. Après, ça restera des problèmes. C'est pas c'est pertinent, vrai que quoi. Batman et la nudité, non, c'est pas non plus. C'est pas ce qu'il y a de plus évident. Il y a des comics, voilà, mais qui sont réservés pour un public adulte. Ouais, mais là, ce que t'es en train de présenter, c'est quand même un Batman qui s'oriente plutôt vers un public adulte. Enfin, si après, depuis on dit adulte, mais pour moi, de mon point de vue, tout ce qui touche à la sexualité, à la violence. Qu'on peut retrouver dans les comics ou même dans certaines bandes dessinées ou dans des mangas ou même à la télé. Pour moi, on est plus du côté de l'adolescence que de l'adulte. Après, on reste sur du Batman, donc concrètement, est-ce que, comme tu le disais tout à l'heure, il n'y a pas un cahier des charges à respecter pour pas aller trop loin je sais pas. Mais comme le reste a l'air d'être quand même vraiment, comme tu dis, pour un public assez mûr. Enfin, je veux dire...
Moi, ça fait bien longtemps que je m'extasie pas devant une page un peu sensuelle dans une BD. Enfin, tu fais ok, il y a ça, très bien. Mhm. Ouais, Si ouais. j'avais 13-14 ans, peut-être que ça m'aurait fait vraiment plus d'effet. Mais là, Bah maintenant, oui, je pense. Ouais. tu vois, On a passé l'âge de ces conneries. c'est ça. Et je te talonne. Oui, c'est ça. Donc non, je suis désolé, j'ai pas de réponse à ta question. Ok. Mais ouais, du coup, il n'y a pas de... Enfin, en tout cas, DC n'a pas dit... Enfin, n'a pas communiqué sur le récit et la manière dont il a été mené. Non, Je veux non, dire, non, ils ont pas dit à un vraiment. moment, Non. il faut qu'il arrête ses conneries et on passe à En autre tout cas, chose. ça n'a pas été caché que les scènes de nudité ont demandé à être Ouais, enlevées, donc, donc ça S'ils m'aurait- avaient fait d'autres coupes, ils l'auraient certainement dit Voilà, également, quoi. je pense aussi. Ok. Bah, c'est Bon, assez voilà. intriguant, parce que pour le coup, ouais, moi, je suis pas du tout comics. Mhm. Après, j'ai lu quelques Batman chez des connaissances. C'est une bonne lecture pour aller aux toilettes. Bon, j'espère qu'il n'y a pas trop de fans de comics qui vont écouter cette émission, Non, alors. mais pour moi, c'est très positif. Tu vois, Ah, d'accord, ok. Bon, bah, ça me rassure, alors. mais ouais, du coup, j'ai une connaissance très limitée de cet univers-là. Batman, je connais un petit peu parce que bah, c'est un personnage de toute façon de la culture populaire qui est assez connu. Ah, bah Après, oui, c'est oui, pas carrément. forcément un truc qui m'intéresse en tant que tel. Ouais. Mais ouais, j'ai l'impression que les auteurs, quel que soit le support, arrivent quand même à faire dire à ce personnage beaucoup de choses. Et ça, Ah je oui, trouve oui, ça exactement. hyper Ouais. C'est vrai intéressant, que... comparativement peut-être à d'autres personnages, ou alors c'est que je connais pas assez, mais il y en a qui me paraissent moins Ça peut être profond en Batman, ouais. moins c'est sûr. évocateurs. Voilà, c'est ça. Donc je sais pas si je le lirai. Ouais, bah écoute, si tu Mais reviens c'est- sur Lyon, qu'on arrive à se capter, je te le filerai. Voilà, Ouais, je veux bien, en ouais, 2 heures, jeter un c'est œil, fait. Voilà. Ouais, carrément. J'irai dans tes toilettes et puis... Voilà, et puis bah je m'inquiéterai pas si tu restes longtemps. C'est ça. Donc ça sera la conclusion. Je crois bien. Donc merci à tous de nous avoir écoutés, hein, d'avoir tenu jusque-là malgré le nombre incalculable de conneries qu'on peut sortir. Ouais, et Donc- surtout on est content d'avoir pu l'enregistrer, parce que c'était pas Voilà, gagné, ouais, hein. c'est vrai, exactement. C'était pas gagné, mais bon, finalement ça s'est fait. Donc on se retrouve dans 2 semaines. En attendant, Ouais. comme d'habitude, on peut nous retrouver sur SoundCloud, YouTube et toutes les autres plateformes de streaming. Ouais, Spotify, Deezer, Podcast Addict. Voilà, c'est ça. N'oubliez pas de passer faire un tour sur la page Facebook, qui est pas très vivante pour le moment, mais parce qu'elle Non, n'attend que non, vous, mais en fait. ça Faites-nous viendra, des voilà. retours sur vos lectures qu'on vous a inspiré, ce genre de choses. Ouais, c'est vrai que ça peut être intéressant, ouais. Ouais, Carrément. ça se trouve, on n'inspire personne, donc... Et ça se trouve, c'est pour peut-être ça même qu'on ça. a Mais rien on a, du tout, hein. on a quand même des écoutes, donc n'hésitez pas. Eh. Et puis bah d'ici là, portez-vous bien, lisez beaucoup surtout. Et puis couvrez-vous. Ouais, Et à dans 2 qualité. semaines. À dans Voilà, 2 c'est ça. semaines. Exactement. Salut!